Bonjour et bienvenue dans la séquence 8 du programme d'histoire des classes de 4e consacré à l'âge industriel. Alors, toutes les séquences enseignées sont évidemment importantes, sinon on ne prendrait pas la peine de vous les présenter, mais celle-ci est véritablement une séquence majeure parce qu'elle va contribuer à nous apporter le cadre social et économique qui va structurer l'histoire de l'Europe de la seconde moitié du XIXe siècle et très largement du XXe siècle. Cette séquence, vos grands frères et grandes sœurs ou vos parents, quand ils l'ont reçue en enseignement, c'était plutôt sous l'appellation de révolution industrielle. Alors, on ne l'appelle plus ainsi parce que les historiens se sont rendus compte que plutôt que parler d'une révolution, il faudrait parler des révolutions industrielles. Le mot révolution lui-même pose problème parce que ça implique quelque chose de brutal, hein. Pensez à la Révolution française, et tous les historiens ne sont pas d'accord sur le fait que l'industrialisation s'est déroulée de manière brutale partout en Europe, mais peu importe, il faut quand même retenir l'idée que l'Europe a changé, l'Europe a profondément changé au cours du XIXe siècle et que l'Europe a été transformée dans ses paysages, dans ses structures économiques, dans sa société par l'industrialisation. D'où la problématique de la séquence. Comment l'industrialisation bouleverse-t-elle en profondeur l'économie et la société de l'Europe et du monde au XIXe siècle? Si on s'arrête ne serait-ce que quelques instants sur l'image qui illustre cette diapo. Cette image n'a pas été prise au hasard, c'est parce qu'elle évoque de nombreux aspects de l'âge industriel. On aperçoit par exemple à l'arrière-plan une locomotive à vapeur, donc ça implique des rails, donc ça implique le progrès technologique, l'emploi de matières premières comme le charbon, mais aussi l'utilisation pour les besoins des transports et de l'industrie d'un nouveau matériau qu'est l'acier, puisque les rails seront en acier. Donc ça implique effectivement véritablement une transformation des moyens de transport en Europe au XIXe siècle, mais on va voir aussi apparaître de nouvelles populations. Au premier plan, les deux hommes en haute forme qui ont l'air de se moquer comme d'une guigne de l'accident ferroviaire qui vient d'avoir lieu. Regardez-les avec leur chapeau haute forme, riches, bedonnants, ce sont des patrons. Ce sont ceux qu'on appelle les entrepreneurs au XIXe siècle, c'est-à-dire des hommes qui sont à la tête d'usines, de banques, qui vont donc produire et qui vont contribuer à développer l'âge industriel à leur profit. C'est ce que dénonce cette affiche. Mais il y a une autre catégorie de population qui va naître avec l'âge industriel, c'est la population ouvrière. Ici, ce sont des cheminots, hein, c'est-à-dire des gens qui construisent, entretiennent les voies ferrées ou qui conduisent les locomotives à vapeur, au péril de leur vie, car l'âge industriel va être synonyme de drame humain. Des galeries de mines qui vont être victimes de ce que l'on appelle des coups de grisou, où des mineurs vont mourir asphyxiés, écrasés par des galeries de mines qui s'effondrent, mais ça va être des accidents industriels ou ferroviaires. Ici, un cheminot est probablement passé sous un train. Au mieux, il finira amputé d'un ou de plusieurs membres.
Au pire, il a été écrasé par la machine et il en est mort. Et du coup, la société telle qu'elle va être façonnée par l'âge industriel est une société conflictuelle. Parce qu'entre les patrons qui seront considérés comme des exploiteurs par les ouvriers, les cheminots, et les mêmes patrons qui considèrent que les accidents font partie de la vie et que, pour dire les choses familièrement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et que c'est dans les lois de la nature et qu'ils n'y sont pour rien, eh bien le dialogue social va être très compliqué. Et vous verrez que l'âge industriel va donner naissance à deux idéologies, à deux visions de la société, deux visions de l'histoire et deux visions de l'économie complètement opposées. Le libéralisme, qui repose sur le droit d'entreprendre, de faire tout ce qui est possible de faire pour produire et s'enrichir. Et puis le marxisme, qu'on appellera le socialisme ou le communisme, qui sera une idéologie qui revendiquera le droit pour les opprimés, les faibles, les pauvres, les ouvriers donc, le droit de se défendre et de faire la révolution contre les riches. Et tout cela est contenu de manière directe ou indirecte dans cette affiche qui résume, qui synthétise à elle seule ce que fut l'âge industriel et que nous allons voir au cours des différentes séances. Alors, on ne change strictement rien à notre manière de procéder. Nous allons commencer comme d'habitude par planter le décor spatial. Nous allons commencer par situer dans l'espace le phénomène industriel, l'industrialisation. Alors, même si le programme nous invite à réfléchir à l'échelle mondiale, très clairement, il nous invite aussi à centrer notre étude sur l'Europe. C'est pour cela que j'ai choisi de vous faire construire et d'analyser avec vous la carte de l'industrialisation de l'Europe au XIXe siècle, et on s'arrêtera avec les limites de notre programme de 4e en 1914. Grand A, l'industrialisation en Europe. Et donc, nous allons nous demander quels sont les principaux foyers du phénomène d'industrialisation, du mouvement d'industrialisation observé sur le continent européen, mais pas partout quand même, en Europe, au cours du XIXe siècle. Avant de nous lancer dans l'analyse et la confection de la carte, je vous propose néanmoins de commencer par analyser le graphique que vous avez sous les yeux, qui recense une demi-douzaine de pays de la planète en 1914, qui sont considérés comme des grandes puissances économiques. C'est du moins ce qui est marqué sur le titre. Personnellement, je l'aurais plutôt appelé les grandes puissances industrielles, puisque si vous regardez la légende en bas à droite du graphique, vous constaterez que le thème d'étude, enfin le critère d'étude, c'est ce que représente chacun des 6 pays dans le pourcentage de la production industrielle mondiale. Et force est de constater que sur les 6 pays représentés, 4 sont européens, si on accepte le Japon asiatique et les États-Unis situés en Amérique du Nord. Alors, évidemment, il est incontestable que les États-Unis, déjà en 1914, sont devenus, de très loin même, la première puissance industrielle au monde, puisqu'ils représentent à eux seuls un peu plus du tiers de la capacité industrielle mondiale, capacité de production. Bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'après les États-Unis, toutes les grandes puissances industrielles sont européennes. L'Allemagne, qui en 1914 vient de passer devant le Royaume-Uni, qui a longtemps mené la course
en tête, et puis fermant le trio de tête européen, la France. Et que si l'on additionne la puissance industrielle du Royaume-Uni et de l'Allemagne, on obtient approximativement la capacité industrielle des États-Unis. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que l'Europe et les États-Unis, auxquels on va ajouter le petit Japon, représentent à eux seuls 80 à 90% de la production mondiale de l'industrie. Donc vous voyez que ça laisse très très peu de capacité industrielle pour les autres pays de la planète. L'industrialisation ne concerne pas le monde entier au XIXe siècle, loin s'en faut. Quelques pays seulement vont être industrialisés et la plupart sont situés sur le continent européen. Patience, la carte arrive. Mais avant d'arriver à la carte, je voudrais vous faire prendre conscience que l'âge industriel s'est manifesté dans les paysages. C'est-à-dire que les territoires qui se sont industrialisés, on les a remarqués de loin, et même sentis de loin. Parce que, comme vous pouvez le voir sur cette gravure qui nous présente la ville du Creusot, alors la ville du Creusot, c'est en Saône-et-Loire, hein, c'est en Bourgogne, c'est à même pas 100 km à l'est de Moulins, donc c'est pas très loin, c'est un département frontalier de l'Allier, hein, c'est au nord de Lyon. Et le Creusot est né avec l'âge industriel, puisque on trouve des mines de charbon et va naître sur le site du Creusot un empire industriel, celui de la famille Schneider. On aperçoit d'ailleurs au fond à gauche le château résidence de la famille Schneider, qui va incarner en France ce qu'est Krupp pour l'Allemagne. Krupp, c'était le roi de l'acier allemand, et même européen, et bien Schneider va se contenter plus modestement d'être le roi de l'acier français. Et les usines qui crachent à plein torrent de la fumée noire, et bien c'est de la fumée de charbon, et c'est pour ça que je vous disais qu'on sent les paysages industrialisés de loin, surtout si le vent n'est pas favorable, parce que on a affaire à des espaces particulièrement pollués. Mais à l'époque, l'écologie, l'environnement, c'est pas une préoccupation majeure, loin s'en faut. Donc vous avez au pied des mines de charbon. Alors c'est un peu dommage parce que là, sur cette gravure, on ne les voit pas. Mais à côté des mines de charbon, vous allez avoir des forges, vous allez avoir des laminoirs dans lesquels on va fabriquer de l'acier. Vous allez avoir des industries textiles qui vont faire fonctionner des métiers à tisser mécaniques actionnés par l'énergie produite par la combustion du charbon, donc par des machines à vapeur. Et tout cela, c'est ce que l'on appelle des pays noirs. Noirs comme le charbon, noirs comme la fumée crachée par les hautes cheminées verticales des usines. Et puis on le verra aussi, noirs comme la misère des ouvriers, puisqu'on parle de misère noire. Et oui, la misère a une couleur. Donc, ce sont ces pays noirs que nous allons maintenant pouvoir cartographier et situer dans l'espace européen avant 1914. Alors, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous munir de la planche 1 de la séquence, planche qui, normalement, vous attend bien sagement dans votre espace numérique de travail. Et comme vous pouvez le constater, l'échelle de la carte que nous allons bâtir est une échelle
européenne, puisque c'est le continent européen qui apparaît sous vos yeux ébahis. Alors, commençons par situer les principaux bassins houillers. Et la houille, ça n'est ni plus ni moins que le charbon de terre. Ce charbon qui va être arraché au sous-sol pour être ensuite brûlé pour fabriquer de l'énergie. Donc, qui dit bassin houiller va dire mine, ou comme on l'emploie dans le vocabulaire de l'époque, des fosses. Reconnaissables de loin à leurs chevalets, les chevalets de mine qui surplombent les puits de mine. Pour ceux et celles d'entre vous qui vivent et sont originaires de Noyant ou de Châtillon, eh bien, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Alors, ces bassins houillers, il n'y en a pas partout en Europe parce que Dame Nature n'a pas été généreuse envers tous les Européens. Les gisements sont très localisés. On a affaire non pas à des océans de charbon, mais à des poches plus ou moins larges et profondes de charbon, ou si vous préférez de houille. Et à ce petit jeu-là du qui est doté par la nature de charbon ou qui ne l'est pas, le Royaume-Uni est particulièrement gagnant parce que s'il n'y a pas de charbon en Irlande, par contre on en trouve beaucoup en Écosse, on en trouve beaucoup en Angleterre et jusque dans le Pays de Galles. Et c'est du coup pas un hasard si le Royaume-Uni, l'Angleterre en particulier, le Royaume-Uni en général, vont être en tête de la production industrielle en Europe pendant plusieurs dizaines d'années. Et c'est pas un hasard si c'est au Royaume-Uni finalement qu'est née l'industrialisation, parce que, encore une fois, pour qu'il y ait industrialisation, il fallait qu'il y ait du charbon, et le sous-sol britannique est à ce titre-là particulièrement riche. Il est aussi particulièrement riche dans l'Allemagne, l'Empire allemand. Alors évidemment, nous, quand nous avons quitté l'Allemagne, elle n'existait pas encore véritablement, puisqu'on parlait une fois de Saint-Empire, une autre fois de Confédération germanique, devenue Confédération du Rhin, enfin bon bref. Mais néanmoins, appelons ce territoire comme on veut, mais le territoire qui est à l'est de la France, future Allemagne, est également assez richement pourvu par la nature de gisements de charbon. La France elle-même n'est pas véritablement à plaindre, même si encore une fois on ne trouve pas du charbon partout dans le sous-sol français. On en trouve au nord, à l'est, on en trouve... En fait, c'est pas compliqué. Si on trace une ligne imaginaire entre Le Havre, à l'embouchure de la Seine, et Marseille, eh bien, c'est dans une moitié nord-est que l'on trouve du charbon en France. Par contre, des régions entières d'Europe vont être complètement délaissées par la nature, puisqu'on ne trouve pas de charbon, ou très peu, en Europe méditerranéenne, et on en trouve très peu en Europe orientale, ou même en Europe du Nord, les pays scandinaves. Parce que le charbon extrait sur place va être utilisé sur place la plupart du temps, ça évitera d'avoir à le transporter sur des longues distances, donc économie de temps, économie d'argent. Eh bien, des usines vont venir s'installer littéralement au pied des mines de charbon. Des usines qui seront toutes dépendantes de l'énergie dégagée par le fait que l'on va brûler dans des chaudières
le charbon. Donc on va trouver en particulier des usines textiles, parce que si vous vous demandez quelle peut bien être l'utilité du charbon pour les usines textiles, ben pensez aux métiers à tisser, les métiers à tisser qui vont permettre de remplacer des milliers, des dizaines de milliers de petites mains, avec des métiers mécaniques, mais qui fonctionnent à la vapeur, donc qui fonctionnent à l'énergie dégagée par le charbon qui est brûlé dans les chaudières. Donc c'est pas un hasard si on trouve de l'industrie textile à proximité, ou plus exactement à l'intérieur, des gisements charbonifères, comme on peut aussi les appeler, ou des principaux bassins houillers. D'autres industries vont également se greffer sur les principaux bassins houillers. Ce sont les industries de la métallurgie et tout particulièrement de la sidérurgie. Alors si vous vous demandez de quoi il s'agit, eh bien il est temps de le découvrir parce qu'on va en parler beaucoup lors de notre séquence. La sidérurgie, c'est l'art de transformer la fonte en acier, et l'acier va devenir le produit phare de l'industrialisation de l'Europe avant 1914. L'acier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce métal qui se tord très difficilement, qui est pratiquement incassable, presque indestructible, qui ne rouille pas s'il est inoxydable, si on le rend inoxydable, et c'est ce qui permet, par exemple, quand on l'a modelé sous forme de rail, de permettre à une locomotive et à ses wagons de circuler facilement, sans dérailler, parce que le rail aura tenu bon, alors que si on met des rails en bois ou même des rails en fonte, la fonte c'est un métal qui est cassant, et évidemment si le rail casse sous le poids de la locomotive, eh bien tout déraille, donc ça ne fonctionne pas correctement. Et donc les industries de la métallurgie et de la sidérurgie vont s'installer au cœur des bassins houillers. Et on le verra avec le cas de la ville d'Essen, qui va devenir la capitale de l'empire industriel Krupp. Et si je vous parle de Krupp, c'est parce que cet Allemand fut considéré, avant 1914, comme le roi de l'acier européen. Comme quoi tout est lié. Ajoutons à cela d'autres industries qui vont s'installer à l'intérieur des bassins houillers ou pas. Il n'y aura pas forcément d'obligation, comme on le voit sur la carte. On a des petits carrés rouges pour l'industrie chimique qui peuvent se trouver aussi bien à l'intérieur des taches grises représentées par les bassins houillers qu'à l'extérieur. Et la chimie va devenir une science industrielle. Et je ne donnerai qu'un exemple, mais un exemple que j'espère éclairant. C'est au XIXe siècle, avec l'industrialisation de l'Europe, que l'on va passer de la teinture à base de plantes, la teinture naturelle, puisque depuis l'Antiquité, on teignait les vêtements avec des plantes, et donc évidemment la teinture se décolorait. Bon, on va passer à la teinture chimique qui fixe beaucoup mieux les couleurs, qui permet d'avoir, notamment pour les militaires, des uniformes aux couleurs beaucoup plus uniformes, si je puis dire, avec des couleurs beaucoup plus régulières. Et donc la chimie va être aussi une industrie en plein essor au XIXe siècle en Europe. Donc quand on
additionne autour de mines des usines de différentes natures et que des populations ouvrières s'agrègent à l'ensemble et forment des concentrations urbaines, vous l'aurez deviné, vous voyez où je veux en venir, on voit surgir ce que j'appelais tout à l'heure en vous montrant l'image du Creusot, on voit apparaître les fameux pays noirs qui sont les paysages caractéristiques de l'âge industriel en Europe et dans le monde avant 1914. Donc on ne va pas tous les nommer, mais ils sont un certain nombre, en particulier au Royaume-Uni, avec des pays noirs autour de Glasgow et d'Édimbourg, les deux grandes villes écossaises, mais aussi autour de plusieurs villes britanniques, de villes anglaises, à commencer bien sûr par Londres, évidemment, mais aussi Birmingham, qui est la deuxième ville du pays, je vous le signale parce que la plupart des gens l'ignorent, Manchester, qu'on appela à une certaine époque, avant 1914, Cotonopolis, la ville du coton, la capitale mondiale de la fabrication de vêtements à base de coton, mais aussi sa grande rivale, son éternel rival, et pas seulement dans l'industrie, mais aussi au football aujourd'hui, Liverpool, et un peu plus au nord, Newcastle. J'allais oublier la ville galloise de Cardiff. Et puis, on a d'autres pays noirs, alors je ne les ai pas tous nommés, j'ai eu pitié de vous. J'aimerais bien que vous nommiez celui d'Essen, sur le cours du fleuve du Rhin, à l'ouest de l'Allemagne, parce que lui, on va en parler beaucoup lors de notre étude de cas, notre exemple historique. Et puis pour la France, on voit Saint-Chamond, Saint-Étienne, à l'ouest de Lyon, Carmaux pour les mines de Carmaux dans le sud du Massif central, et puis, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le Creusot, en Saône-et-Loire. Ajoutons à cela les pays qui possèdent un réseau ferroviaire particulièrement développé en Europe en 1914. C'est pas pour rien si en introduction de la séquence j'ai évoqué la locomotive à vapeur et le chemin de fer, parce que c'est un des marqueurs technologique de l'industrialisation de l'Europe. Par marqueur, j'entends une manifestation, quelque chose de visible. Et là encore, si vous regardez la carte que je vous présente, vous verrez que certes, c'est en Europe que l'on trouve le réseau de chemin de fer le plus dense au monde, avant 1914, mais encore une fois, toute l'Europe n'est pas concernée par la mise en place d'un réseau ferroviaire important. Et que, en fait, c'est plutôt l'Europe de l'Ouest qui bénéficie d'un réseau ferroviaire important, et tout particulièrement le Royaume-Uni, mais c'est normal, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de la carte, c'est au Royaume-Uni qu'est né l'âge industriel. Donc c'est au Royaume-Uni que l'on va trouver le réseau ferroviaire le plus dense au monde à l'époque. Avec la Belgique. N'oublions pas la Belgique. Alors rassurez-vous, il n'est pas question de représenter le réseau ferroviaire européen avant 1914, même de manière très schématique, simplifiée, parce que ça contribuerait à rendre la carte totalement illisible. Et du coup, une carte illisible, ça sert à peu près à rien. Donc on va représenter d'une manière un peu plus indirecte, mais beaucoup plus lisible et plus simple, les inégalités de développement du réseau ferroviaire européen, en nous contentant de nommer et d'encadrer en rouge les pays qui possèdent un réseau ferroviaire très correctement développé avant 1914.
donc essentiellement l'Europe du Nord-Ouest, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Allemagne et France. Alors évidemment, il ne vous aura pas échappé que dans le cas des Pays-Bas, de la Belgique et du Danemark, on a affaire à des tout petits pays. Donc quand on a affaire à un tout petit pays, il est certainement beaucoup plus facile de développer un réseau ferroviaire, c'est-à-dire une toile d'araignée. Si le mot réseau vous pose problème, c'est une toile d'araignée. La toile d'araignée est beaucoup plus facile à dessiner sur un tout petit pays que sur un très grand pays. C'est incontestable. Alors si vous trouvez que notre carte manque un peu de couleur, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Donc on va commencer par colorier en marron le berceau de l'industrialisation du continent européen, et comme vous l'aurez certainement compris, il s'agit du Royaume-Uni, Écosse, Angleterre, Pays de Galles. C'est là qu'est née l'industrie, quelque part dans les années 1830, après la grande épopée napoléonienne que nous avons étudiée dans la séquence précédente, mais il y avait déjà dès 1800 des signes annonciateurs du futur développement industriel au Royaume-Uni. Ensuite, plusieurs pays qui vont prendre le train de l'industrialisation en marche. C'est pas qu'un jeu de mots, c'est réellement la situation que je vous décris. Prendre le train de l'industrialisation en marche, c'est le cas de l'Allemagne, de l'Empire allemand, ça serait mieux d'ailleurs, ça serait plus précis comme nom, mais Allemagne ça fera l'affaire. Ça sera le cas des Pays-Bas, de la Belgique, de la Suisse et de la France, c'est-à-dire des pays qui sont plutôt situés à l'ouest du continent européen. Et là, on est en train de voir que l'Europe va être coupée littéralement en deux, entre les pays qui se sont industrialisés tôt, comme le Royaume-Uni, ou disons rapidement, c'est-à-dire avant 1914, comme la France, l'Allemagne et le Benelux. Et puis, il va y avoir les autres, ceux qui vont prendre le train, mais un peu plus tardivement, et ceux qui ne le prendront pas du tout avant 1914. Alors les pays qui vont prendre le train tardivement, c'est-à-dire un pied dans l'industrie et puis un pied en dehors de l'industrie, c'est pas très confortable comme situation. Vous allez avoir des pays comme les pays scandinaves, Norvège, Suède, Danemark. Et vous pouvez voir d'ailleurs que dans le cas du Danemark, on a affaire à un pays qui a un réseau ferroviaire très développé, mais qui n'est pas parmi les pays les plus industrialisés du continent en 1914. Donc parmi ces pays considérés comme industrialisés, mais relativement peu malgré tout, outre les pays scandinaves, l'Empire russe, l'Empire d'Autriche-Hongrie, et puis l'Italie. Donc il nous reste tous les pays que nous allons laisser en blanc et qui sont considérés avant 1914 comme des pays qui ne sont pas industrialisés ou très faiblement, très ponctuellement, qui ont très clairement loupé le train de l'industrialisation, comme l'île d'Irlande, comme la péninsule méditerranéenne, l'Espagne et le Portugal, comme la région des Balkans, c'est-à-dire le sud-est de l'Europe, Grèce, Empire ottoman et puis les pays alentours. Ce sont des pays donc, qui sont passés à côté de l'industrialisation. Certains manquaient notamment de charbon et de minerais de fer. Bon, ça peut expliquer.
Mais ça n'explique pas tout. Et notamment dans le cas de l'Espagne, on voit que l'Espagne avait pourtant un bassin houiller, et c'est pas pour ça que l'Espagne s'est développée sur le plan industriel avant 1914, parce que il suffit pas d'avoir du minerai de fer et du charbon, il faut aussi avoir des capitaux, il faut aussi avoir des entrepreneurs, des patrons qui prennent le risque, parce que s'industrialiser c'est risqué, parce qu'on peut faire faillite, hein, on peut avoir des mines de charbon et faire faillite avec, ou pareil avec des usines. Donc la conjonction n'a pas été favorable dans ces pays, et ils sont passés à côté, avant la Première Guerre mondiale, ils sont passés à côté de l'industrie. Donc on a une Europe finalement à 2 ou voire 3 vitesses. C'est ce que nous montre la carte. Dernière information, les flux partant de l'Europe vers le reste du monde, et prioritairement les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Nord, eh bien, on les a vus quand on a étudié en géographie les migrations du travail. Je vous avais dit qu'on en parlerait à ce moment-là, ça nous permettrait d'alléger la séquence sur l'âge industriel. Eh bien, ce sont les migrations d'Européens pauvres qui vont aller chercher fortune dans le Nouveau Monde, ou du moins dans le reste du monde. Et on avait évoqué à cette occasion les migrations des Irlandais, chassés de leur île par les Anglais et la Grande Famine. Donc ça veut dire qu'une partie des Européens va rester dans le continent européen et travailler dans les métiers qu'offrira l'âge industriel, métiers de mineurs, métiers d'ouvriers, d'employés de commerce au fur et à mesure que les villes vont se développer également. Et puis une autre partie donc ira tenter sa chance dans le reste du monde. Voilà, notre carte est terminée. Une carte finalement assez riche, hein, que je vais maintenant vous laisser achever, fignoler, digérer. Et à bientôt pour une prochaine séance au cours de laquelle nous planterons le décor chronologique cette fois-ci. Bonne journée!